Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Faut-il que les entreprises et les collectivités publiques améliorent leurs pratiques en termes de cybersécurité ? Alors que l'informatique envahit tous les niveaux d'activité d'une entreprise privée ou publique, quels sont les risques et quelles réponses y apporter ? C'est ce dont nous allons parler dans cette émission cette semaine avec nos trois invités. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie numérique, Emmanuel Fouché, le directeur d'EPI, Engie Pacifique Informatique, et Laurent Rivaton du cluster OpenNC au sein duquel il est référent cybersécurité. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors puisque vous êtes référent cybersécurité, Laurent Rivaton, ma première question sera pour vous. C'est quoi aujourd'hui la cybersécurité et de quoi parle-t-on ? Alors la cybersécurité, c'est tout ce qui concerne les risques liés aux outils numériques, et notamment les risques sur les données numériques qui sont si précieuses aujourd'hui. Et puis à quoi on peut s'attendre en termes d'impact et de préjudice ? Ça peut aller du simple poil à gratter, j'ai envie de dire, le défacement d'une page web et des choses comme ça qui peut être avec des conséquences relativement modestes jusqu'à des extrémités assez importantes puisque ça peut aller jusqu'à la mort de l'entreprise. Voilà, et on peut dire que la cybersécurité, c'est se protéger à la fois d'une mauvaise utilisation en interne mais aussi d'attaques éventuelles de l'extérieur. Alors on ne va pas parler de cyberterrorisme, mais on sait qu'il peut y avoir des actions malveillantes externes. Tout à fait, les menaces, elles peuvent être internes comme externes. Alors là, vous avez parlé d'éléments qui sont plutôt humains, malveillance interne ou mauvaise pratique interne, accidents, erreurs, etc. Ou externe, malveillance essentiellement avec la cybercriminalité. Mais il y a aussi des éléments externes qui sont non humains. On est en zone cyclonique. Quand un cyclone détruit une zone informatique ou l'inonde, vous avez un préjudice de type informatique. Vous êtes en panne et donc vous subissez exactement la même chose en termes de préjudice que si vous aviez été attaqué par un cybercriminel. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Emmanuel Fouché, alors vous êtes le directeur d'EPI, Engie Pacifique Informatique, on va parler de cette filiale d'Engie, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est vraiment une préoccupation au sein des entreprises que de protéger d'une façon ou d'une autre ces données numériques ? Oui, bien sûr. Je vais déjà présenter peut-être Engie Pacifique Informatique, qui est effectivement une filiale d'Engie et qui assure l'informatique d'un certain nombre d'entités d'Engie sur le territoire, également Vanuatu et Wallis et Futuna. Donc en particulier EEC, Socometra, Neodel, pour ne parler que d'elle. Et donc, oui, effectivement, la cybersécurité est un enjeu majeur sur notre société en tant que producteur, distributeur et commercialisateur d'énergie, et plus particulièrement dans un contexte géopolitique qui est super tendu sur tout ce qui est fourniture et approvisionnement d'énergie, avec malheureusement la guerre en Ukraine. Donc c'est quelque chose qui a été effectivement extrêmement anticipé déjà au niveau du groupe Engie et puis au niveau en cascade sur les filiales, donc avec des investissements qui sont importants. Donc pour vous situer un petit peu économiquement en fait ce que ça représente, la dépense informatique sur des entreprises comme les nôtres, c'est à peu près 1,5% à 2% du chiffre d'affaires. La part de la cybersécurité, c'est entre 7 et 10% de la dépense informatique. Et c'est un chiffre qui a considérablement augmenté en fait, ces dernières années par rapport à la menace cyber. Alors un mot peut-être aussi sur votre activité de cybersécurité dans la mesure où vous gérez aussi des fichiers importants, notamment des contacts avec des clients, oui. Il y a des transactions financières qui se font par Internet, donc forcément ça donne une responsabilité particulière et supplémentaire. Oui, alors au niveau de l'interne, il y a déjà 1200 collaborateurs qu'il faut sécuriser par rapport à l'accès au système d'information. Et puis, c'est effectivement un portefeuille à peu près de 100 000 clients, à la fois particuliers et entreprises, sur lequel, évidemment, nous avons une responsabilité, c'est sûr. Et sur lequel, en fait, nous mettons en place toutes les mécaniques pour assurer la plus grande sécurité, sachant que nos systèmes sont de plus en plus ouverts, en fait. On parle de cybersécurité, mais en parallèle, et c'est le paradoxe, en fait, nos systèmes, ils sont interopérables et donc ouverts sur le cloud, ouverts sur l'Internet. Et c'est ça le paradoxe. Et c'est là où, en fait, la dépense cyber devient de plus en plus importante pour pouvoir accompagner l'arrivée de ces nouvelles technologies et en même temps continuer à sécuriser
nos systèmes d'information. Alors Laurent Rivaton, on comprend que les grosses entreprises, celles qui ont des fichiers clients importants, soient très préoccupées par cette question de cybersécurité, mais ça concerne aussi les plus petites entreprises aujourd'hui. N'importe quelle taille d'entreprise doit être vigilante sur ce sujet. Complètement, les petites entreprises et aussi tout le monde en fait, puisque avec notamment Internet, on est maintenant tous connectés, nous sommes tous connectés. En fait, tout le monde est connecté avec tout le monde, des personnes physiques comme des personnes morales. Hein. Et donc, si moi je commets une maladresse, potentiellement ça peut avoir des impacts sur d'autres concitoyens et sur des entreprises. Je vous donne juste un exemple qui est assez intéressant. C'est l'année dernière, il y a Toyota qui a été victime de cyberattaques, mais pas directement. C'est-à-dire que Toyota en tant que tel n'a pas été victime. Vous parlez de Toyota Monde ou de Toyota Monde. Toyota Monde. Mais en fait, ce sont une partie de ces prestataires et sous-traitants qui ont été victimes de cyberattaques, et ça a impacté de manière significative l'activité de Toyota. Donc, je résume, eux n'ont pas été impactés directement, n'ont pas été attaqués, mais ce sont des sous-traitants, donc des tiers avec lesquels ils travaillent et qui ont été impactés significativement par des cyberattaques, et ça a eu un impact sur eux. Donc là, on voit bien que, en fait, tout le monde est connecté, et donc la cybersécurité, c'est vraiment une histoire à la fois globale, de vision globale, et une affaire collective. C'est soit tout le monde le fait, soit personne ne le fait. Je me permets un petit parallèle, c'est un petit peu comme la sécurité routière. C'est pas parce que je suis un bon conducteur et que je suis très prudent que je suis en sécurité sur la route. Je peux être très prudent, et s'il y a un chauffard qui vient en face de moi, je vais être victime. Donc c'est tout le monde, pour qu'on soit en sécurité sur la route, tout le monde doit être prudent. Alors Christopher Gégès, on comprend bien les enjeux liés à la cybersécurité pour l'économie en général et les entreprises en particulier, qu'elles soient privées ou publiques. Le sujet est suffisamment important pour que vous essayiez d'avoir une action concertée, en tout cas d'y réfléchir pour faire évoluer les choses en Calédonie? Oui, elle est nécessaire, et en fait on veut faire de la Nouvelle-Calédonie une véritable place forte en matière de cybersécurité, parce qu'on a des atouts. Déjà, le cadre institutionnel, le fait d'être un territoire français au milieu du Pacifique, on a un cadre juridique qui nous permet justement de nous positionner sur ça. On a un tissu économique avec des grands groupes industriels qui sont présents avec un développement de cybersécurité important, un tissu économique notamment avec Open qui a déjà longtemps travaillé sur ce sujet. Donc la Nouvelle-Calédonie a des atouts à faire valoir sur ce sujet-là. Il y a plusieurs enjeux. Déjà un enjeu de confiance, c'est-à-dire qu'on veut faire du développement numérique, du développement de la tech, du développement de l'innovation un sujet majeur pour la Nouvelle-Calédonie, et ça passe par la confiance numérique. Et donc il faut que la Nouvelle-Calédonie ait un tissu de cybersécurité qui donne confiance au numérique en Nouvelle-Calédonie. Un enjeu de développement économique sur deux aspects. Sur un, le fait de permettre aux entreprises d'avoir la compétitivité nécessaire, et donc qu'ils puissent avoir des clients qui sont rassurés d'avoir des entreprises qui sont sécurisées en Nouvelle-Calédonie. On parle sur l'électricité, sur le bancaire, sur d'autres activités. Un vrai levier de potentiel de diversification économique, et c'est pas Laurent qui va me contredire sur ce sujet, où les entreprises calédoniennes peuvent se diversifier sur différentes offres et ouvrir de la création de nouveaux emplois, et on en a besoin en ce moment. Et un enjeu de souveraineté, parce que la souveraineté de protection des données, et là c'est pour ça qu'on rentre totalement dans la stratégie nationale de France 2030, et c'est pour ça que la Nouvelle-Calédonie a répondu à l'appel à projet qui avait été lancé par l'État sur ce sujet, pour créer un centre de ressources en matière de cybersécurité en Nouvelle-Calédonie, justement pour fédérer toute cette communauté autour des pouvoirs publics et du secteur privé, pour qu'on puisse apporter une réponse ensemble sur différents sujets. On va revenir évidemment sur ces perspectives. Un mot avant avec Laurent Rivaton. Quand on parle de cybersécurité et de mise en place d'outils, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'un outil global, une sorte de bouclier sur la Calédonie qui protégerait tout le monde d'un coup, ou c'est vraiment chaque acteur qui doit se saisir de la question et avoir des pratiques si possible harmonisées? C'est les deux, mon capitaine, comme dirait l'autre. Donc il y a à la fois une vision globale, et si on part de cyberdéfense à l'échelle territoriale nationale, donc de cyberguerre, évidemment, il y a des dispositifs à mettre en œuvre, notamment de veille, qui sont globaux. Et puis il y a aussi la démarche à l'échelon de chaque entreprise, voire de chaque individu. Donc c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui fait qu'on a un territoire qui est protégé, ou qui est le mieux protégé possible, en fait. Avec un enjeu, si j'ai bien compris, Emmanuel Fouché, c'est qu'il faut évidemment que l'entreprise soit évidemment bien protégée en termes de cyber, mais que ça ne ralentisse pas ou que ça ne mette pas les process internes aussi de façon trop complexe, parce qu'il faut que les choses avancent malgré tout, et que les procédures de cybersécurité sont finalement de plus en plus lourdes aussi. En fait, on met en place des outils, je pense notamment à l'authentification, l'authentification multifacteur, etc., qui peut être perçue au départ comme un frein
pour l'authentification multifacteur, c'est le simple mot de passe ne suffit pas, mais on vous demande une confirmation sur un device de connexion. Ça peut être perçu effectivement au départ comme un frein à la connexion, mais on s'aperçoit que de toute façon, c'est la société entière qui est en train d'évoluer. Et quand vous vous connectez à votre compte bancaire, vous utilisez le MFA. Quand vous vous connectez à n'importe quel service un peu protégé, vous l'utilisez. Et donc, en fait, ce frein qui a été, je pense effectivement, pendant longtemps un frein au développement de la cybersécurité, il est aussi en train de se lever aussi naturellement par l'ensemble des usages qui sont en train de se développer là-dessus. Laurent Rivaton ? Oui, ça c'est un point très important, l'acceptabilité des mesures qu'on va mettre en place pour protéger. Il faut en tenir compte. Il ne faut pas oublier que ce dont on parle globalement, c'est de la gestion de risque en fait. En gestion de risque, le contexte il est très important. Et si on veut mettre en place des mesures de sécurité qui soient adoptées, qui soient utilisées par tous, pour que justement ce soit efficace, forcément il faut penser à ça. Il faut à chaque instant, les gens qui sont responsables de la sécurité dans les entreprises, ou même globalement s'il y a des cellules au niveau gouvernement, etc., doivent toujours être attentifs à ça, c'est-à-dire à avancer suffisamment vite pour se protéger, mais pas trop vite pour que les mesures ne soient pas utilisées. Donc là, il y a toujours des enjeux très, très pointus là-dessus. Et pour ponctuer ce que dit Laurent, ça passe effectivement par un état d'esprit qui doit changer aussi de chacun par rapport à la cybersécurité, et donc une sensibilisation vraiment accrue des acteurs dans l'entreprise autour de la cybersécurité. Et pour donner un exemple, chez ENGIE, on a mis en place des modules de e-learning pour l'ensemble de nos collaborateurs, avec ce e-learning obligatoire pour tous les salariés de l'entreprise. Un apprentissage par Internet. Apprentissage par Internet, effectivement, avec des modules très bien faits, assez ludiques, qui donne un petit diplôme à la fin pour qu'il y ait une notion un petit peu de badge, etc. Et voilà, pour que ce soit un peu ludique. Mais derrière, avec des indicateurs qui sont suivis au niveau de la direction générale groupe. Et c'est vraiment 100% de nos utilisateurs qui aujourd'hui doivent passer ces modules de e-learning. Et derrière des travaux pratiques, avec des campagnes de faux phishing, qui deviennent de plus en plus compliqués, parce qu'au départ, les faux phishing, il y avait des fautes d'orthographe exprès pour les identifier assez facilement. Pour les identifier, mais maintenant, il n'y a plus de fautes d'orthographe. Et ils sont de plus en plus piégeux. Et donc, en fait, on regarde comment réagissent nos utilisateurs. Est-ce qu'ils ont ouvert la pièce jointe ? Est-ce qu'ils ont signalé le phishing ? Parce qu'il y a un bouton de signalement du phishing qui existe. Et quand en fait on s'aperçoit que nos stats se dégradent sur telle ou telle entité, eh bien là on lance des campagnes de sensibilisation nouvelles pour effectivement resensibiliser les gens autour de ces concepts cyber. Christopher Géliès. Ouais, c'est extrêmement important ce qui est dit parce qu'il y a vraiment la notion de création d'une vraie communauté autour de la cybersécurité en Nouvelle-Calédonie et c'est bien l'initiative qu'on a pris en réunissant les différents acteurs la dernière fois à la station N pour annoncer la création de ce centre de cyber-ressources. C'est l'ANSSI qui est l'agence nationale qui avait mis cet appel à projet pour qu'on crée cette communauté en Nouvelle-Calédonie et pour nous c'était important d'avoir les pouvoirs publics et le gouvernement, les provinces, les communes qui participent à ça, mais aussi le secteur privé pour qu'on ait un vrai relais, qu'on puisse identifier les acteurs de la cybermalveillance et qu'on puisse avoir justement ces kits un peu de formation qui soient multiples dans les différentes entreprises et dans les collectivités. On a eu une action au niveau de la Nouvelle-Calédonie. On ne m'avait pas prévenu et j'ai été victime, si on peut dire ça comme ça, d'un mail frauduleux de la direction des services fiscaux qui nous a envoyé en disant il vous reste 50 000 francs d'impôts sur le revenu à payer et finalement vous n'avez pas payé, donc cliquez sur ce lien-là. Je me suis dit non, j'ai payé mes impôts, donc qu'est-ce que c'est ? En fait, il suffit juste de regarder l'adresse mail qui est fait où c'est dsf.nc@gmail.com qui n'est pas forcément le mail des impôts. Vous n'avez pas cliqué alors ? Non, j'ai pas cliqué. J'ai pas cliqué. Je me suis pas fait avoir. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui peuvent se faire avoir sur ces sujets-là. Et donc, il y a vraiment une nécessité de formation, d'accompagnement, de prévention et de formation des différents agents, que ce soit des entreprises. Et ça, il faut qu'on le fasse ensemble. Et c'est vraiment l'idée de ce centre qu'on fait en Nouvelle-Calédonie, où on aura dans le conseil d'administration des acteurs du public et des acteurs du privé, pour qu'on puisse avancer ensemble sur ça. Et je dis, il y a vraiment un outil de
diversification économique et d'offres que les entreprises calédoniennes peuvent fournir aux autres entreprises calédoniennes, qui est un levier de diversification économique important. Laurent Rivaton. Ouais, cet aspect, la formation est très important. Il y a un réveil depuis quelques années dans toute la communauté cyber dans le monde sur le fait qu'il y a probablement une composante du système d'information qui a été oubliée, c'est les utilisateurs. Et donc, on ne s'est jamais donné la peine de former les utilisateurs sur... alors, on les a formés probablement sur ce que pouvaient leur apporter les outils numériques. Mais les outils numériques, comme tous les autres outils, il y a aussi des mésusages et puis des choses qu'il ne faut pas faire, sinon ça peut être dangereux. Et on a oublié cet aspect-là. Donc, il faut essayer de rattraper le tir. Et les initiatives que j'ai entendues, ça rentre complètement dans ce sens-là. Au final, ce à quoi il faut qu'on arrive, c'est à intégrer les bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques dans notre hygiène de vie de tous les jours. On parlera d'ailleurs des formations, la cyberacadémie que le cluster OpenNC veut mettre en place. Christopher Gigès, un mot encore, parce que vous l'avez dit, la Calédonie va être accompagnée dans ce développement des structures de cybersécurité et de la création de ce centre, notamment par la NSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, qui va apporter déjà des pratiques, des savoir-faire. Il ne s'agit pas de partir de zéro, mais de partir de solutions, ou en tout cas de process déjà existants. Non, vraiment, ouais, on rentre dans la Nouvelle-Calédonie dans une stratégie nationale. C'est-à-dire que la volonté de l'ANSSI, c'est d'avoir des relais à la fois en métropole, mais aussi en Outre-mer. Et la Nouvelle-Calédonie est une tête de pont dans l'Outre-mer français sur cette partie cybersécurité de manière assez volontariste, parce que je vous dis, on a un certain nombre d'atouts, notamment notre écosystème de grandes entreprises, qui n'est pas forcément le cas dans tous les Outre-mer français. On a un territoire de nickel qui est quand même important. On a des grands groupes en matière d'énergie également. Et donc, le fait d'avoir cet accompagnement national avec des missions de l'ANSSI en Nouvelle-Calédonie, un relais permanent entre la direction du numérique et l'ANSSI pour justement l'adaptation à ces formations, c'est quelque chose qui est... on n'est pas tout seul au milieu du Pacifique, on est accompagné par une vraie stratégie nationale et des fonds nationaux pour nous accompagner sur cette volonté d'être référent dans la matière. Alors Henri Vaton. Oui, au-delà de l'ANSSI, évidemment qu'on n'est pas tout seul, mais au-delà de l'ANSSI, qui est donc un organisme d'État, il y a aussi toutes les pratiques qui se font dans le monde entier. Il y a un certain nombre de normes, de bonnes pratiques qui ont été écrites depuis fort longtemps sur le sujet de la sécurité informatique et qui sont pertinentes quel que soit le pays, quoi. Donc effectivement, on n'est pas tout seul et il est hors de question de repartir de zéro. Alors un mot peut-être pour ceux qui nous écoutent, les entrepreneurs, qu'ils soient dans des grosses entreprises ou des structures un peu plus petites, avec un aspect qui pourrait faire peur, et vous l'avez évoqué, Emmanuel Fouché, c'est la question du coût pour s'équiper et pour être performant en termes de matière sécurité. Vous disiez chez Engie, c'est 1,5 à 2% du chiffre d'affaires. Ça, c'est le budget global de l'informatique. À l'intérieur de ce budget global de l'informatique, on est à 7 à 10% de coûts liés à la cybersécurité. Mais donc ça devient un vrai poste au sein d'une entreprise. Ça devient un vrai poste, oui, effectivement. Et quand on compte les coûts de la cybersécurité, c'est évidemment les compétences humaines, mais également les investissements qu'il faut faire pour matériel ou logiciel, poursuivre, oui, et puis tout ce qui est passage de patch, gestion de l'obsolescence des OS, enfin des operating systems. Enfin, c'est un travail et qui ne s'arrête jamais en fait. C'est complètement récurrent parce que la menace, elle évolue en permanence. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées et donc en fait, c'est une course en permanence entre à la fois de technologie et aussi, comme on le disait, par contre dans l'état d'esprit aussi des gens qui doivent effectivement changer et s'adapter à ces nouvelles pratiques. Christopher Gilles. Oui, l'idée de mutualiser ces moyens, justement, c'est d'accompagner les entreprises calédoniennes vers ces formations en cybersécurité, parce que ce type de formations peuvent être mutualisées avec les pouvoirs publics ou avec les autres entreprises, avec les clusters, avec l'écosystème qui est en place, justement pour aller chercher des fonds qui sont déjà dédiés au niveau national pour ces formations-là des entreprises, à la fois des grands groupes, des PME, mais aussi des startups pour créer de l'innovation sur ce secteur-là. Et on a la chance d'avoir cet écosystème qui nous permet de faire ça aujourd'hui. Laurent Rivaton. Oui, je rebondis sur les chiffres. Effectivement, ce qu'on dit aujourd'hui pour donner des repères aux gens, c'est que grosso modo, la cybersécurité, c'est 10% du budget informatique. Alors, ça ne veut pas dire que ça doit être 10% et pas 9,5 ni 10,5. Hein. C'est juste pour que les directions qui ne savent pas trop en fait, ce que ça va leur coûter aient un ordre de grandeur. Et ça veut dire aussi que si vous êtes à 2%, probablement,
que vous avez loupé quelque chose. Et puis si vous êtes à 50% du budget, c'est probablement que vous faites de la surqualité. C'est ça que ça veut dire. Donc ça donne un repère. Après, il faut dire une chose aussi, c'est que la sécurité informatique, c'est une démarche d'amélioration continue, hein, ça a été clairement dit. Et il y a aussi un coût de mise à niveau. C'est-à-dire qu'au départ, quand quelqu'un s'engage, s'il part de rien, s'il y a zéro sécurité, et ben forcément, il va y avoir un coût, il va y avoir une marche à franchir. Et je rebondis aussi sur... Mais ça peut se faire de façon progressive. Ah oui, complètement. Et il faut, sinon c'est pas tenable. En fait, si vous avez le choix entre... quand il y avait la Covid, j'avais dit un truc un peu bizarre. J'avais dit, non mais si vous avez le choix entre mourir tout de suite en bonne santé et essayer de survivre en risquant de tomber malade, qu'est-ce que vous choisissez ? Vous essayez de survivre en prenant le risque de tomber malade, de toute façon. C'est normal, et c'est ça qu'il faut faire. Et donc, vous n'êtes pas obligé, quand vous vous rendez compte que votre sécurité informatique est mauvaise, de dépenser jusqu'à tuer votre boîte ou à mettre en place des process qui vont vous empêcher de bosser, au motif que c'est marqué comme ça dans le grand livre. Donc, il faut aller progressivement, de manière à ce que ce soit efficace et pérenne. Allez-y. Et après, l'autre chose qui est importante, c'est effectivement l'entraide. Aujourd'hui, quand on regarde les ressources humaines notamment qui sont disponibles en matière de sécurité, donc les gens compétents, c'est peau de chagrin, quoi. Et c'est pas, je ne parle pas de la Nouvelle-Calédonie, c'est le monde entier. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de crise, il y a le feu, et donc quand il y a le feu, on se serre les coudes. Et c'est très bien parce que ça rebondit tout à fait avec ce que je voulais dire, c'est qu'on a mis en place, c'est-à-dire avec l'impulsion d'Open, un certain nombre de clubs qui permettent les échanges entre notamment les DSI. Il y a un club des DSI, il y a un club également des RSSI, donc des responsables de sécurité information, et qui sont dans cette logique d'entraide, c'est-à-dire de partager les bonnes pratiques. Il n'y a pas, c'est très intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas un club de DSI auquel je participe où le sujet de la cybersécurité ne revient pas. C'est dire l'importance en fait de ce sujet. Et l'une de nos préoccupations d'ailleurs majeures, c'est celle de la compétence en interne, y compris sur le territoire. Et il y a un sujet quand même qui doit être, à mon avis, adressé, c'est de pouvoir intégrer dans les modules de formation, que ce soit BTS, que ce soit licence, que ce soit Bac+5, des modules qui permettent véritablement de pouvoir grandir sur la cybersécurité. Et c'est indispensable parce qu'en fait, on manque d'expertise. Et c'est un sujet en perpétuelle évolution voilà, en plus. Et si c'est un enjeu, il faut se donner aussi les moyens d'y répondre. Hein. Christopher Giges. Oui, ce que je disais tout à l'heure, on est en cours de révision du plan stratégique sur l'économie numérique calédonien avec la volonté affichée de mettre justement dans la formation la question de la cybersécurité, ou même sur les moyens d'action, parce que c'est pas, et ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui va arriver demain ou après-demain, c'est quelque chose qu'on a déjà aujourd'hui. La Nouvelle-Calédonie est attaquée tous les jours. Je parle sur le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On a des milliers d'attaques tous les jours, provenance de Russie, de Chine ou d'autres pays. Et donc, on doit renforcer ces moyens sur cette partie-là, parce qu'on risque d'avoir des choses comme il s'est passé à Dax de mémoire, où un hôpital a été attaqué, supprimant les différents fichiers qu'il y a de l'hôpital. Si ça se passe au Medipol, c'est juste une catastrophe. Si Enercal et EEC sont attaqués, il n'y a plus d'électricité, comme ça s'est passé dans d'autres pays. Donc, ça peut aller jusqu'au blackout. Ça peut aller jusqu'au blackout. Et ça, aujourd'hui, c'est une réalité parce qu'on est déjà attaqué. Et donc, on a vraiment cette volonté et on met les moyens qu'il faut avec ce centre de ressources de la cybersécurité, et on mettra des moyens supplémentaires quand il sera constitué. Et c'est en mettant ces moyens en commun, et ce que disait Laurent tout à l'heure sur le fait de se serrer les coudes entre le public et le privé, en partageant les expériences, les connaissances sur la cybermalveillance, et aussi en mettant des moyens financiers pour aller chercher des fonds nationaux ou des fonds locaux pour développer les différents acteurs en Nouvelle-Calédonie. Ce centre de ressources, il en est où aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des dates de création ? Enfin voilà, où est-ce que vous en êtes un peu dans la planification de son lancement ? On a fait une première réunion, on a fait déjà une lettre d'intention au gouvernement pour bénéficier des fonds France Relance. Les fonds France Relance sont tombés sur le compte du gouvernement. On a fait une réunion avec les différents acteurs à la station N il y a quelques temps pour composer le conseil d'administration et pour solliciter les acteurs pour participer à ce conseil d'administration. Les statuts vont être déposés prochainement. Il y a déjà un certain nombre d'acteurs qui ont fait part de leur intérêt pour participer à cette initiative, et donc dans les prochaines semaines ou mois, il sera mis en place, dans un premier temps sous forme d'association, et ensuite avec une pour aller vite, et ensuite sous une autre forme. Mais le but, c'est d'aller vraiment vite en 2023 sur la question de la cybersécurité. Alors vous parliez aussi les uns et les autres de l'entraide qui peut être mise en œuvre dans ce sujet. Vous parliez des différents clubs qui existent. Emmanuel Fouché.
marché. Laurent Rivaton, le cluster OpenNC, lui, lance ou va lancer une sorte de cyberacadémie. Là aussi, c'est essentiellement pour former et sensibiliser les utilisateurs et les personnes responsables. Oui, tout à fait. Quand on a ouvert la commission cybersécurité chez Open début 2018, si je ne me trompe pas, l'objectif de cette commission, c'était de travailler à l'amélioration de la sécurité du territoire. Et donc l'outil qui semblait pertinent pour faire ça, sachant que Open, c'est une association d'entreprises. Donc l'objectif de l'association de ce cluster, c'est de développer l'activité économique dans le monde du numérique. Et c'était de développer la filière cybersécurité. Et pour développer la filière cybersécurité, le carburant, le sang de cette filière, c'est de la matière grise, en fait, essentiellement. Qu'on soit distributeur de logiciels, pour mettre en œuvre, intégrateur, etc., ou qu'on soit prestataire de services, à un moment donné, il faut des hommes et des femmes avec la tête bien formée pour pouvoir dispenser la cybersécurité qui va bien, en fonction des contextes. Et donc, le constat, c'est que depuis des années maintenant, il y a une pénurie de ressources humaines compétentes dans le monde entier, sachant que la situation, elle s'aggrave d'année en année. Au dernier pointage que moi j'ai regardé, une étude de l'année dernière, il manquait 3 500 000 personnes dans le monde à peu près. Donc voilà, la situation c'est celle-là. Donc maintenant, compte tenu de cette situation, comment on fait ? Nous on s'est dit, de toute façon on n'a pas le choix. Pour adresser les besoins du territoire, il va falloir qu'on soit capable de former des gens sur le territoire en utilisant au maximum les ressources du territoire, puisqu'ailleurs il n'y en a pas. D'habitude, quand on a besoin de former sur un niveau d'expertise, c'est pas compliqué, on fait venir un consultant d'ailleurs. Donc c'est très bien, hein. Mais quand il n'y a pas de consultant à faire venir, forcément on est très embêté. Donc il y a cette idée là d'être le plus autonome possible pour former des gens, d'où cette idée de cyberacadémie avec un objectif, c'est de former sur des spécialités dont on a besoin sur le territoire maintenant et de former des gens rapidement. C'est-à-dire d'avoir des gens qui soient productifs pour aider les entreprises, les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, très très vite et qu'on puisse voir un petit peu le bout du tunnel, quoi. Quitte à ce que ces formations évoluent avec le temps, aussi bien en termes de nombre de spécialités que de niveau de compétences. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très évolutif, de très agile, de très souple et qui travaille avec tout ce qui existe déjà. Ça ne vient pas en compétition de l'UNC ou des CFA, etc. C'est vraiment tout le monde travaille ensemble pour produire le mieux possible des personnes compétentes dont on a besoin. Christopher GS. Oui, je disais tout à l'heure sur le fait d'avoir une vraie communauté en Nouvelle-Calédonie. En fait, on ne s'arrête pas à la communauté calédonienne. On travaille déjà aussi avec la communauté pacifique. Ouais. Enfin, ce que disait Laurent tout à l'heure sur le fait d'avoir des connaissances mondiales, mais on travaille déjà avec la Polynésie française et Wallis et Futuna pour avoir une vraie communauté française du Pacifique sur la question de la cybersécurité et que chacun fasse pas son truc dans son coin et qu'on puisse mutualiser les moyens aussi au niveau du Pacifique, parce qu'il y a une chose qui est importante. Je disais tout à l'heure qu'on est déjà attaqué régulièrement. Et il faut accompagner les victimes de ce type d'attaque, parce qu'il y a des procédures juridictionnelles qui sont particulières quand tu te fais attaquer sur ça, un accompagnement de comment tu dois réagir quand tu es attaqué par des cyberpirates. Et donc cet accompagnement-là, il faut vraiment qu'on l'ait au niveau du Pacifique pour avoir une réponse qui soit coordonnée le plus possible. Et ce que chacun disait, c'est que les ressources sont rares dans ce secteur-là, pas qu'en Calédonie, elles sont rares au niveau mondial. Et donc on a un vrai enjeu à la fois de mutualisation des moyens, mais un vrai enjeu de formation. Et c'est pour ça que le gouvernement de la Calédonie s'implique pleinement sur ce sujet. Alors, mutualisation des moyens, des pratiques, on peut le comprendre. Ceci dit, Emmanuel Fouché, on est aussi sur un secteur extrêmement sensible sur la cybersécurité. Est-ce que vous, les acteurs de cybersécurité au sein de vos entreprises, vous êtes assez ouverts au partage sur les pratiques, ou est-ce que chacun, forcément, puisqu'on touche à un sujet sensible, a aussi un peu ses prérogatives ou ses façons de faire ? Non, je pense qu'il faut distinguer partage de bonnes pratiques qui sont absolument souhaitables. Et d'ailleurs, j'ai un responsable de sécurité SI qui participe au club des RSSI et puis qui partage très largement sur effectivement ce que l'on met en place en termes de bonnes pratiques. On va distinguer ça après ce qu'on a mis très concrètement en place dans nos systèmes d'information. Là, effectivement, il y a quand même une certaine discrétion à avoir là-dessus, mais en tout cas, sur la façon de faire, typiquement, on parle de la façon de réagir en cas de crise. Oui, on peut parler de procédures de gestion de crise. Ça, c'est quelque chose qui doit être en place dans toutes les entreprises pour, au moment où, en fait, la cyberattaque arrive, savoir avoir les bons réflexes. Qu'est-ce que je fais ? Qui joindre, comment résoudre le problème ? Quelle est l'escalade ? Qui doit être joint ? Est-ce que je dois communiquer sur les réseaux sociaux ?
qu'est-ce que je fais par rapport à ça? En fait, il y a, le juridique, est-ce qu'il doit être sollicité? La communication interne, externe. Bon, vous voyez, donc tout ça, c'est pas au moment où se passe la cyberattaque qu'on va improviser. Il faut l'anticiper. Et il faut l'anticiper, si possible répéter aussi avant, parce que en fait, comme on le dit et comme le disait Christopher, on est attaqué en permanence. Donc il faut là-dessus, faut être prêt. Il faut être prêt. Eh bien, on essaiera d'être prêt. La Calédonie aussi, on l'a bien compris, on surveillera, Christopher Géess, la mise en place de ce centre de ressources sur la cybersécurité. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous éclairer sur les enjeux de cette question et évidemment toutes les conséquences qu'elle implique. Un magazine qui, comme chaque semaine, sera disponible en réécoute si vous le souhaitez dans quelques instants sur notre site internet rrb.nc. Bel après-midi à tous.